on voit comment quelque chose de non résolu dans notre arbre généalogique peut être encore agissant dans notre quotidien et comme on peut porter cette blessure, cet événement qui a été mal vécu peut-être par un aïeul. C'est comme si en fait, tiens, j'ai rien commandé à la Redoute, je reçois une paire de chaussures en 43, moi je chose du 36, c'est pas pour moi. Mais en fait, inconsciemment, on va quand même mettre ces chaussures-là, on va porter ce paquet cadeau transgénérationnel qui ne nous est pas forcément destiné. Parce que l'arbre, inconsciemment, cherche à se réparer d'une manière ou d'une autre. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Devenir soi-même, trouver son chemin, voilà qui demande beaucoup de liberté, d'invention et de créativité. Et pour en parler, je reçois aujourd'hui Anne Guéquière, qui est vraiment la bonne personne. Vous la connaissez sans doute pour son podcast Métamorphose, pour son travail. Elle va partager avec nous quelques-unes des éléments de sa propre métamorphose. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Anne. Bonjour Fabrice. Je suis très heureux de te recevoir. Ton livre est un parcours passionnant de toutes les manières dont on peut essayer de se mettre en mouvement, de trouver sa propre lumière. Alors on a l'impression que c'est vraiment ta passion, ce travail, je ne sais pas comment le nommer, ce travail pour devenir plus pleinement soi-même et être davantage ouvert au monde. Comment tu le qualifierais et comment nommer cette passion ? Oui, c'est une bonne question, cette idée du travail, parce que tout de suite, le travail fait référence un peu au labeur. Est-ce que c'est vraiment un travail ? Je dirais que c'est plutôt un chemin, une quête. Je me sens profondément en lien avec certainement une quête qui anime tout être humain, conscient ou non conscient, de dire pourquoi est-ce qu'on est là ? Où vais-je ? Quel est le sens de cette incarnation ? Et qu'est-ce que j'y fais finalement ? Donc je dirais plutôt chemin que travail, oui, pour répondre à ta question directement. J'interromps quelques secondes l'épisode pour vous dire merci. Si vous êtes sur ma chaîne et vous êtes si nombreux à écouter Dialogue, c'est que vous êtes intéressés à prendre soin de vous, à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur dans ce monde qui en a bien besoin. Et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose, de dialogues, de cours, de rencontres, c'est tout simple. Inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue. Ça t'a conduit à un long chemin dont tu parles dans ce livre, où tu montres, au fond, toutes les manières dont chacun peut cheminer. Et tu présentes un peu au début du livre, et je trouve que ce serait bien peut-être de rappeler ça. Oui. Où on en est aujourd'hui, qu'est-ce que c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a à notre disposition, parce qu'au fond, la plupart des gens ne se rendent pas compte de tout ce qui existe aujourd'hui dans ce nouveau continent qu'est les psychothérapies et les sagesses. Est-ce que tu veux bien faire un rapide, c'est un peu difficile comme ça en quelques minutes, mais essayer de faire un rapide balayage de ce continent. C'est vrai qu'on est passé de thérapie, et ça existe toujours, très psychanalytique, la psychologie, la psychanalyse, pour aller vers les thérapies beaucoup plus comportementales, dans un deuxième temps, avec Pavlov et tout ce mouvement-là, pour arriver à des thérapies de l'esprit, où on travaille vraiment sur ses croyances. Et puis, moi, ce que j'ai découvert aussi, c'est que ce panorama en fait des psychologies, des différents mouvements, des thérapies, et il y en a des centaines en fait. Donc tu dis qu'on est perdu, mais effectivement, il y en a un peu dans tous les sens. S'incarnait aussi beaucoup dans le corps, et c'est ça, je trouve, qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on est passé des émotions, du comportement, au cognitif, donc vraiment à la psyché, au lien avec le corps et les émotions et toutes ces thérapies. Donc c'est ça qui m'a beaucoup intéressée, en tout cas dans le parcours, qui est un peu en deux temps dans ce livre, qui est déployer sa vie intérieure, aller vraiment dans son intériorité, comprendre tout ça avec une connaissance qui peut être peut-être plus mentale et de l'ordre de l'esprit, pour ensuite descendre tout ça beaucoup plus dans le corps, et c'est ce que j'ai expérimenté moi dans mon chemin. Les Américains parlent de personnes qui sont un peu brainy, un peu dans le mental comme ça, ce qui était mon cas. Donc moi j'ai aussi beaucoup exploré les thérapies psychocorporelles. On en parlera peut-être à travers le Wu Tao, Gerda Boysen, la psychologie biodynamique, et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée. Donc c'est vrai que dans
dans ce grand champ des thérapies, on peut être aussi un peu perdu, ne plus savoir quel fil tirer. Je dirais que c'est important aussi de bien se connaître pour savoir quel type de thérapie peut aussi nous correspondre. Alors, donc, tu viens de rappeler qu'il y a d'un côté donc, la découverte des psychanalyses. Donc ça, tu rappelles, donc Freud, mais aussi Jung. La parole, Reich, beaucoup. Moi, je suis très inspirée par... Est-ce que tu veux dire deux mots? Voilà, est-ce qu'on peut dire juste deux mots? Alors, c'est vrai que Jung... Quelle est la différence entre Freud, Jung et Reich? Alors, je dirais que Freud, on est autour des pulsions, de la mort, de la sexualité. Jung, dissident de Freud, qui est vraiment beaucoup plus sur l'inconscient, le rêve aussi, et puis une recherche qui est, je trouve, chez Jung, très liée à la psychanalyse, mais aussi à la spiritualité, ce qui est moins intégré, je trouve, dans les travaux de Freud. Et puis Reich... Alors William Reich, qui est un personnage qui est quand même assez controversé, puisqu'il a été très critiqué, voire même emprisonné, quand il a immigré aux États-Unis. Et c'est vrai que les travaux de Reich ont beaucoup inspiré un art corporel que je pratique, qui est le Wu Tao, où on intègre en fait dans son corps les émotions, et on va aussi travailler notamment sur la roue des personnages, c'est-à-dire quels sont les masques qui m'habitent. Reich parlait beaucoup du ça, de l'énergie de vie, de la libido en fait, qui nous traverse d'un point de vue beaucoup plus corporel. Donc même s'il est très controversé, Reich a influencé un très grand nombre de thérapeutes. Il a influencé effectivement ensuite, je parlais de Gerda Boysen tout à l'heure, toutes les thérapies psychocorporelles, notamment avec les travaux aussi de John Pierrakos, Alexander Lowen, enfin tous ces courants-là, effectivement. Ça permet de faire les liens. Donc Pierrakos, qui est le premier à avoir parlé des 5 blessures qui vont donner tout le travail qui a été repris par Lise Bourbeau, effectivement. Donc Lise Bourbeau, tout ça vient de cette sphère-là. Absolument. Moi, je suis pas une psychologue ou une historienne de la psychologie. Mais tu as une manière très claire de donner, justement, à partir de ton expérience, un peu ce que c'est. Donc là, on a vu un peu pour la psychanalyse. C'est des grands panoramas. Et après, on a les 3 vagues des TCC que tu as rappelé très rapidement. Alors oui, la première vague qui est vraiment la vague comportementale, avec tout ce qui est thérapie autour du behaviorisme. Donc on retrouve effectivement tous les travaux de Pavlov. On va s'intéresser aux stimuli, au comportement. Là, on va essayer de changer les comportements des gens de manière plus claire. Ensuite, on a les thérapies cognitives où on va s'intéresser aux croyances, au mental, en disant finalement, si on change la croyance et la pensée, on va changer la façon d'être. Donc ça, c'est un peu la deuxième vague. Et puis la troisième vague, tu as édité d'ailleurs un des livres de Actes sur le sujet. Donc le livre de Stephen Hayes, dont je suis absolument fan. Oui, exactement. Tu l'as rencontré, j'imagine? Non, malheureusement non, parce que quand je l'ai publié, c'était en plein dans le Covid, donc je voulais le faire venir en France, mais c'est sûr que oui, on peut rappeler ce que c'est cette troisième vague et l'importance du travail de Stephen Hayes. Alors c'est vraiment toute cette thérapie autour des émotions, de l'acceptation, de l'accueil. Et lui, il a une histoire qui est effectivement très particulière, où il se rend compte que finalement il est psy, mais il est aussi très angoissé. Et il a une expérience, je crois que c'est lui qui a cette expérience un jour où il croit qu'il fait une crise cardiaque et il a une espèce de dissociation où il se voit en fait dans sa crise d'angoisse. Et en réalité, il comprend comment redescendre, comment accepter, comment accueillir tout ça. Donc tu en parlerais certainement bien mieux que moi. Mais c'est tout le travail autour des émotions qui est fait dans cette troisième vague. Alors après, dans ce panorama, il y a aussi d'autres courants, des courants de la thérapie, des thérapies transpersonnelles. On va allier aussi l'aspect holistique, la spiritualité, aux recherches psychanalytiques. C'est-à-dire que là, on va intégrer la dimension transpersonnelle, la dimension holistique du spirituel à travers des mouvements comme avec Stan Grof, par exemple. Abraham Maslow, on va retrouver tous ces courants-là. Et puis après, j'ai mis un petit peu à part dans le panorama. Alors, c'est pas un livre ça c'est vraiment une petite introduction. Là, tu me fais parler dessus, mais c'est 2-3 pages. C'est 2 pages dans mon livre. Oui, mais c'est très clair. Et puis, c'est à partir de cette carte de géographie, je trouve que ce qui est intéressant dans ton livre, mais c'est dur parce que c'est pas exhaustif en même temps, parce qu'on peut tirer des fils c'est pas encore dans d'autres. Non. C'est pas une synthèse intellectuelle, mais c'est comment toi, qui es engagé à la fois par ton propre chemin et, j'aurais pu le dire, par le podcast Métamorphose, qui est le principal podcast qui s'intéresse à ces questions,
tu permets, dans ce panorama, de comprendre par où tu vas cheminer et où chacun peut cheminer. Ça donne et quand même, on découvre, ça permet d'avoir un peu les idées au clair. Et donc, on pourra maintenant, à partir de là, prendre quelques fils de ce qui a été le plus aidant pour toi, à partir de, disons, de cet ensemble-là. Et je voulais commencer. On ne va pas apprendre toutes les étapes, parce que tu as fait beaucoup de choses. Oui, et puis même sur les thérapies, le panorama ne serait pas fini. Je le complète un peu plus dans le livre. Tu montres que pour cheminer, se poser la question de notre naissance et de notre incarnation est vraiment importante. Donc déjà là, on voit que c'est une question qui n'est pas du tout abordée dans la plupart des psychothérapies et pas du tout dans la psychanalyse. Et pour toi, ça a joué un rôle majeur. Est-ce que tu peux raconter le travail que tu as fait et en quoi ça t'a aidé? C'est vrai que j'ai trouvé, en tout cas dans les différentes expérimentations que j'ai pu faire d'un point de vue thérapeutique, avec souvent deux axes. Un axe, mieux me connaître et peut-être me guérir de certaines parties névrotiques, mais aussi un axe de découverte et d'éveil, parce qu'il peut y avoir les deux finalement quand on suit un chemin. Il n'y a pas que de guérir ses blessures, il peut y avoir aussi cette idée de mieux se connaître. Pas forcément parce qu'on va mal, mais simplement mieux se comprendre, mieux comprendre son contexte. Et j'ai trouvé dans les différentes thérapies que j'ai pu faire que la question de la naissance était très peu abordée finalement. On revenait assez peu sur qu'est-ce qu'on a pu vivre in utero. On arrive dans une systémie familiale, dans un contexte culturel, global. Jung pourrait parler même d'inconscient collectif. Moi, je suis née en France, je suis née à Paris, de parents blancs, français, d'origine bretonne. Enfin, tout ça, ça dit tellement déjà de choses de nous quand on arrive au monde. Quel était le contexte quand maman était enceinte de moi? Comment elle se sentait finalement émotionnellement? Elle était relativement jeune, elle avait 23 ans. J'étais pas un enfant, j'étais désirée dans le plan d'amour de mes parents, mais c'était pas le bon moment dans leur vie. Ils n'étaient pas encore mariés, à l'époque ça ne se faisait pas. Voilà, donc j'arrive déjà au monde dans un contexte qui est le mien, qui n'est pas du tout dramatique, mais qui est particulier. Et c'est vrai que dans mes différentes thérapies, notamment j'ai expérimenté un peu, je dirais, deux choses. Des thérapies plutôt de régression à travers la respiration, par exemple le rebirth, ce type de thérapie, j'en parle assez peu dans le livre. Et puis une autre qui m'a vraiment intéressée, qui était l'ICV, l'intégration du cycle de vie, où on travaille... ça permet de défusionner en fait de sa blessure, de son trauma potentiel et de revenir en fait sur tout son chemin de vie depuis peut-être le moment de l'incarnation même in utero. Et ça, j'ai adoré faire ce travail. Moi, j'ai trouvé, alors il n'y a aucun psychotrope, c'est vraiment comme un travail qu'on ferait sous hypnose, sauf que c'est pas vraiment de l'hypnose, c'est une autre forme un peu de transe. Et on va comme ça reconstituer plusieurs lignes de vie. Et en thérapie, on le fait plusieurs fois. Et à chaque fois, on voit qu'on reconstitue des souvenirs d'ailleurs différents parce qu'on retisse des liens dans le cerveau avec nos souvenirs. Tu veux raconter un peu une des expériences que tu as vécues? Oui. Moi, j'ai trouvé ça très, très touchant, très, très profond. Une des expériences que tu as faites dans cette régression in utero, oui, où tu te vois comme une petite crevette rose. C'est ça. Alors j'ai vraiment cette image, tu sais, comme quand on est en hypnose et qu'on peut faire des voyages comme ça. Je vois comme une piste de cirque. Vraiment comme, pourtant je suis quelqu'un qui ne suis pas tellement allée au cirque dans ma vie, mais là ça apparaît comme une piste de cirque, c'est tout rond, c'est rouge, il y a de la lumière, c'est chaud, il y a quelque chose, voilà, utérin forcément. Et puis, d'un seul coup, il y a une crevette qui arrive sur la piste. Tatam, alors c'est vraiment le truc, tu vois, assez spectaculaire, c'est-à-dire comme un artiste qui arrive sur scène. Donc la crevette virevolte, elle est super contente. Je comprends que cette crevette, c'est moi. Voilà, tout va bien, elle danse, elle tourne. Et puis d'un seul coup, tout s'éteint, ça devient noir, la crevette a peur, elle se planque, elle essaye de trouver une planque, sauf que c'est rond, c'est lisse. Il n'y a pas de trou dans lequel on peut se cacher. Et donc elle est comme ça, elle est dans le noir. Et puis d'un seul coup, il y a une forme de tristesse qui arrive. Elle n'a plus envie de danser, ça va moins bien. Voilà, et donc ça a été intéressant parce que ensuite j'ai reconstitué mon histoire. Je ne suis pas là pour faire ma thérapie avec toi, mais je l'explique dans le livre. J'explique pas trop de choses complètement intimes non plus, mais c'est pour montrer aux gens, dans mon histoire,
Donc maman ne sait pas qu'elle est enceinte, puisque comme je t'ai dit avant, mes parents ne sont pas mariés, ils n'ont pas ce désir d'enfant à ce moment-là. Et donc j'imagine que ce moment où la crevette est dans le noir et où tout va mal, c'est le moment où elle apprend qu'elle est enceinte et elle n'a pas forcément ce désir de grossesse à ce moment-là. Et donc l'émotion qu'elle a pu ressentir, certainement de la tristesse. Je sais que ses parents, alors j'ai reconstitué beaucoup l'histoire avec eux, ont été très en colère qu'elle soit enceinte avant le mariage. Dans la belle famille, ça a été encore pire, ça a été un scandale. Et donc voilà, ça explique aussi entre peut-être cette joie de l'incarnation de l'âme ou du fœtus, on ne sait pas exactement, tout ça, ça reste encore mystérieux. Et puis la réalité de ce qui se passe au moment même de l'incarnation. Donc ça, c'est ce que j'ai revécu. Oui, ce que je trouve intéressant que tu racontes, c'est que ça t'a éclairé sur cette dualité que tu sens en toi. Oui. C'est-à-dire que, en quoi c'est parlant cette image et de revivre ça, c'est que ça te permet de comprendre, parce que tu expliques très bien que tu es pris toi-même aujourd'hui encore, enfin peut-être pas aujourd'hui, en tout cas quand tu as fait cette thérapie, par cette volonté d'être dans la lumière et ce doute par rapport à toi-même. Oui, je pense que ça peut nourrir, par exemple, chez moi, je le dis dans le livre aussi, des formes de syndrome de l'imposteur, en disant, bah tiens, je ne suis pas psy. D'ailleurs, je l'ai dit tout au début, je te fais un panorama, mais je ne suis pas très à l'aise pour le faire, parce que je suis ni historienne de la psychologie, ni psy pour expliquer tout ça. Donc il y a toujours peut-être cette dichotomie entre être vu pour être aimé, parce que finalement, c'est toujours ça qui est un peu derrière, et en même temps, avoir envie de rester planqué. Tu vois, la crevette, elle est dans le noir et finalement, il y a un moment donné, certainement, si elle n'avait pas été là, ça aurait été mieux pour tout le monde. C'est ça que ça dit quand même dans l'histoire. Donc il y a toujours ce double mouvement que je sens chez moi. Alors maintenant, je le repère beaucoup plus que quand j'étais jeune, mais c'est sûr que quand j'étais enfant ou ado, j'aime pas prendre non plus trop de place. Hein, voilà, il y a ça. Donc c'est intéressant de voir comment on peut décoder toujours d'après nos histoires, sans non plus passer après je le dis aussi dans le livre, des centaines de jours en thérapie, à décortiquer. Après, on peut tourner aussi autour de son nombril au bout d'un moment. Hein. Il y a un moment donné, il faut arrêter. Et mais là, en quoi cette découverte et ce travail, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Je pense que ça m'a permis de mieux comprendre, de le mettre en lumière. Et je crois que quand on conscientise mieux les choses, déjà, elles perdent de leur force agissante. C'est vraiment aussi, dans cette troisième vague des TCC dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment aussi les besoins non satisfaits de l'enfance. Et on sait que ces schémas répétitifs de besoins non satisfaits qui sont dans le ressenti, hein, parce que l'idée n'est pas de dire les parents ont mal fait, c'était mal, etc. Ils ont certainement, comme tout le monde, les gens font de leur mieux. Mais en tout cas, dans le ressenti de l'enfant, de comprendre ces besoins, ce ressentis, permet déjà de leur faire perdre de la force. Ils perdent de leur force quand on met de la conscience dessus. Et ensuite, est-ce que je peux me reprogrammer différemment ? Voilà. Donc quand je sens que j'ai ce petit syndrome de l'imposteur qui revient, je le regarde aussi. Je le regarde, je le mets en face et je dis, tiens, est-ce que j'ai envie de replonger là-dedans et dans cet enfant que j'étais et qui a ressenti ça ? Pas forcément. Et donc tu montres qu'à travers cet exemple, qui te permet au fond de comprendre ce que tu sens, qui commence à avoir du sens, parce qu'avant cette dualité était moins compréhensible, tu montres l'importance de repenser la thérapie en rapport justement à cet ancrage familial. Et donc tu montres que peut-être toutes ces thérapies qui travaillent sur les systémies familiales, les thérapies transgénérationnelles, peuvent rendre un grand service. Oui, alors, puisque tu parles des thérapies transgénérationnelles ou des systémies, des constellations familiales, je ne sais pas si tu veux que j'en dise deux mots. Si tu veux. Ou la météagénéalogie, comme le dit aussi Jodorowsky, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit, Natacha Calestrémé en a parlé chez toi ou chez moi aussi, hein, et puis bien d'autres, mais comment finalement quelque chose de non résolu dans notre arbre généalogique peut être encore agissant dans notre quotidien et comme on peut porter en fait cette blessure, cet événement qui a été mal vécu peut-être par un aïeul. C'est comme si en fait, tiens, j'ai rien commandé à la Redoute et puis je reçois un paquet cadeau, je dis la Redoute n'importe quoi, c'est un peu vieux la Redoute comme exemple. Je reçois une paire de chaussures en 43, moi je chose du 36, c'est pas pour moi. Mais en fait, inconsciemment, on va quand même mettre ces chaussures-là, on va porter ce paquet cadeau transgénérationnel qui ne nous est pas forcément destiné.
Parce que l'arbre, inconsciemment, cherche à se réparer d'une manière ou d'une autre. Le message, en fait, cherche à se rendre conscient. Et c'est vrai que moi, j'ai fait 2 ans de travail en thérapie transgénérationnelle. Ça a été un travail un peu d'enquête, un peu de Sherlock Holmes. Ma famille entière, mes parents ont décidé de faire ce travail aussi, mes frères aussi, certaines de mes belles-sœurs, des cousins. Pas tous ensemble, hein, chacun indépendamment, mais on l'a fait à peu près à la même période et c'était vraiment intéressant de voir aussi tout ce qui a jailli de cela. On a pu entrer dans un dialogue en fait véritable, beaucoup plus profond aussi entre nous en famille, résoudre des choses. Ça peut être la place des uns des autres dans une fratrie. Ça peut être des secrets de famille qui étaient encore sous le tapis et qui ont pu ressortir et être non pas résolus parce que s'ils concernaient un aïeul, mais parfois, ils sont redescendus sur des membres de la famille, par exemple mes parents, ma mère, qui a pu exprimer aussi certaines choses par rapport à des choses qui avaient été vécues. Donc c'est vraiment, en tout cas, il y a très peu de familles qui le font comme ça, de manière générale, parce que parfois il y a 1 ou 2 personnes qui ont envie de le faire, puis les autres ils disent c'est quoi ces histoires, il n'est pas question. Et là, il y avait une envie commune, en fait, de tout le monde d'œuvrer dans le même sens. Donc ça, c'était très riche et vraiment passionnant. Donc on voit qu'un des aspects dont tu parles, c'est de devenir conscient de choses dont on ne parle pas, qui ne sont pas connues, qui ne sont pas sues, comment ça légitime des sentiments qu'on a et que ça nous permette de vivre un peu autrement. Il y a un autre aspect très central du chemin dont tu parles, c'est de pouvoir entrer en rapport à nos blessures dans ce chemin d'individuation oui. dont tu parles avec je trouve, beaucoup de grâce. Et ça, c'est quelque chose peut-être qu'on peut parler, parce que nos blessures, on n'a pas du tout envie de les rencontrer, on en a plutôt honte, et on voudrait s'en débarrasser. Et tu montres, à partir en plus de ta propre expérience, donc c'est quelque chose de très incarné dans le livre, comment il faut essayer de faire l'inverse. C'est vrai que je ne connais pas en profondeur, comme un Frédéric Lenoir, les travaux d'autres spécialistes de Jung, mais ce qui me touche beaucoup dans ce processus d'individuation, c'est vraiment, on parlait de chemin tout à l'heure, de toute une vie, où on voit bien que quand on est plus jeune, quoique les nouvelles générations sont quand même de plus en plus éveillées à tous ces sujets-là, et ça va, je trouve, plus vite. Mais lui, il parlait d'un parcours à peu près en 5 étapes. Je ne vais pas décrire les 5, mais il y a vraiment, d'abord, je vis un peu en pilote automatique, voilà, en mode action-réaction, c'est-à-dire qu'il m'arrive des choses dans la vie et puis je suis en mode réactionnel par rapport justement à mes blessures, mes traumas, mes croyances. Et puis il y a quelque chose qui se met en route. Et puis petit à petit, il y a une espèce de dissociation positive qui se fait, c'est-à-dire que je commence à me regarder aussi un peu plus et puis à comprendre de quel bois je suis fait, qui je suis. Et puis on avance encore un peu plus, et puis là, il y a un face-à-face. À un moment, je suis quand même confrontée à ce que Jung appelle par exemple mes ombres, persona. Et je vais partir aussi à la découverte de ce qui habite à l'intérieur de moi, qui sont toutes ces voix. Je suis à la fois le généreux, le radin, la personne lumineuse et à la fois sombre. Et il y a tout ça, il y a cette espèce de gros magma, chaudron, on pourrait dire, qui conscient, inconscient, subconscient, qui vit là. Moi, quand je l'ai découvert, je le raconte dans le livre, avec un psychiatre, j'avais l'impression de cocher toutes les cases du Vidal et d'être la névrosée, tu sais, comme dans les films de Woody Allen, où les nanas un peu starbées qui cochent toutes les cases. Et je me disais, comme celui qui découvre les maladies du Vidal, je disais, j'ai toutes les névroses. Mais en fait, on est tous des névrosés, tous les êtres humains. Donc on commence à faire face et à dire, il y a tout ça en moi. Et puis ensuite, il y a une forme d'apaisement, comme une espèce de danse, moi je le traduirais comme ça, avec nos blessures et nos ombres. Et puis il y a un processus peut-être, on pourrait dire, alchimique qui se fait un peu dans ce processus d'individuation. On va traverser tout ça pour aller vers plus de sérénité, plus d'accueil, plus de légèreté aussi, je trouve aussi, et puis peut-être d'humour vis-à-vis de soi, où on commence à décoller de nos masques et personnages, on les voit agir. Parce qu'en rencontrant nos blessures, on lâche aussi ce que Jung appelle la persona, c'est-à-dire vraiment le masque qu'on porte. Donc nos blessures, à la fois les reconnaître, ça peut permettre de les transformer, mais c'est aussi des indications d'une forme d'inauthenticité. Les masques, ils sont à la fois une forme d'authenticité dans le sens, moi je trouve, dans le sens où ils sont quand même le fruit
de notre blessure et d'une construction caractérielle liée soit à un trauma, soit à une blessure originelle, quelle qu'elle soit. On est, je trouve, quand même des blessés d'amour d'une manière ou d'une autre dans notre ressenti, en tout cas profond, qui n'est pas toujours objectif, mais en tout cas le ressenti de la blessure le trauma, il peut être complètement aussi réel. Et c'est sûr qu'on va aller traverser ça, et en fait ces blessures et cette construction caractérielle font qu'on a des masques dominants. William Reich parlait très bien de ces masques à travers la roue des personnages, où j'ai peut-être dans ma constitution, comme toi, comme tout le monde, entre peut-être 5 et 8 personnages dominants qu'on sort majoritairement, qui pourraient être, je sais pas, par exemple chez moi, la femme entreprenante, un peu guerrière, un peu amazone, comme ça. Bon, mais qui a son contre-personnage. Chaque personnage a un contre-personnage qui est aussi... c'est fatigant d'être toujours sur le pont, c'est fatigant d'être la personne locomotive. Donc il y a aussi cette personne derrière, tu vois. Donc chaque masque dans notre construction est en fait à regarder, peut-être aussi à jouer. Il y a beaucoup de thérapies qui proposent ici d'aller jouer nos masques et nos personnages et d'aller rencontrer ces ombres-là à travers le travail scénique, qui peut être assez intéressant. Parce que quand je vais jouer, caricaturer mon personnage, par exemple là, la guerrière et tout ça, je veux aussi mieux le rencontrer, mieux me rencontrer moi-même et peut-être en décoller, tu vois, pour aller lui faire perdre de sa force à nouveau, comme je disais tout à l'heure. Donc ce processus d'individuation, voilà, il se chemine par différentes voies, thérapie, ça peut être ce travail sur les masques et personnages que moi j'ai pratiqué un peu et qui est vraiment chouette à faire, ça peut être les constellations familiales, je parle aussi du travail de Hal et Sidra Stone autour du dialogue intérieur et d'entendre toutes ces voix qui tchatchent à l'intérieur de moi. Donc le travail d'individuation, c'est apprendre à devenir soi-même. C'est ça, on pourrait dire, ouais. Pour aller vers soi. Troisième, il y a plein d'axes, mais troisième axe, c'est s'accepter, accepter sa singularité. Et pour toi, c'était d'accepter ton hypersensibilité. Donc, évidemment, c'est un sujet que j'adore. Ah oui, sur lequel je t'avais bien... On avait fait un super épisode. C'est vraiment bon, c'est un peu un sujet qui me passionne. Tu en parles extrêmement bien. Peut-être tu peux raconter un peu quelques éléments de ton hypersensibilité. Je trouve que c'est toujours touchant, pour les gens qui le sont, de voir d'autres êtres qui parlent de leur hypersensibilité. Et voir, c'est vraiment... Être hypersensible, c'est souvent très surprenant et un peu étrange pour soi-même d'abord. Mais d'abord, je te remercie parce que entre toi et Saverio Tomasella, vous êtes les deux qui m'avaient mis le pied à l'étrier un peu l'hypersensibilité. Parce que je crois qu'avant, j'étais tellement en compensation que c'était pas monté véritablement à la conscience que ces différences-là étaient des vraies différences liées à l'hypersensibilité. Et donc, j'ai découvert d'abord au niveau de mes sens que j'avais une hyperacousie. J'avais le sentiment que j'entendais mal parce que dans les environnements bruyants, je faisais répéter, tu vois, un peu comme le professeur Tournesol. What ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Et une fois, je suis allée chez l'ORL, il me dit « Ah bah si vous, j'allais avec ma fille qui, elle, avait vraiment les oreilles bouchées. » Il me dit « Si vous voulez, je vous fais le test. » Et je sors de là. Et il me dit « Mais vous entendez comme un bébé de 6 mois. » Il me dit « Vous le saviez, ça ?» J'étais complètement surprise. En fait, c'est ça. Alors, c'est pas l'hyperacousie pathologique, parce qu'il y a des gens qui peuvent vraiment pas vivre avec l'hyperacousie, mais les environnements sonores me fatiguent, par exemple, énormément. Je suis rincée. Ma batterie sociale, si tu mets dans une brasserie parisienne et que j'y passe la journée, je suis complètement... Mais avant, je pense que je surcompensais en me disant « Mais pourquoi je suis fatiguée ?» En fait, je ne comprenais pas. Et ça, c'est clair, l'hypersensibilité. C'est ça, en fait. Je dis toujours, c'est vraiment pouvoir se comprendre. Après, il y a des choses tout à fait extraordinaires. Tu n'aimes pas avoir les mains dans la farine, mais tu aimes bien toucher le café. Ah ben ça, c'est hyper bizarre. Depuis que je suis petite, je ne supporte pas, même avec le... Toi, tu as des trucs comme ça de toucher que tu... Moi, je ne supportais pas les étiquettes sur les vêtements, les vêtements en laine. Ouais. Je dois porter toujours les mêmes... j'ai le même pantalon, j'en ai un grand nombre exactement le même. J'ai la même chemise. Si je dois changer de vêtements, ça change ma modalité de rapport à mon corps. C'est ça. Et si je dois changer, si la marque de pantalon change et je dois prendre un autre, il me faut des heures pour m'habituer que ce n'est pas exactement la même manière qu'est mon corps. Et ça me trouble éperdument, par exemple. Ben voilà, moi c'est avec les pyjamas. La matière des pyjamas, c'est d'une importance capitale. Donc je peux avoir des pyjamas extrêmement mités, parce que tout vieux et tout ça, mais comme la matière me plaît et que je n'ai pas retrouvé les mêmes, eh ben je les garde. Donc avant, je me disais, mais... on est cinglé.
je me disais, je le cache, parce que si tu veux, on va me prendre pour la chochotte de base, tu sais. Et j'aime pas, en fait, donner cette image. Moi, j'ai jamais osé trop le dire. Là, c'est oui. vraiment, je le dis devant toi. Mais, Oui, c'est ça. Mais une fois qu'on accepte, c'est comme ça. Ouais. Puis à un moment, avec l'âge aussi, on se dit, en fait, je m'en fiche un peu plus qu'avant, tu vois. Donc, il y a vraiment ce côté, cette acceptation-là. Oui. Et puis, tu parles aussi très bien de la découverte, grâce à l'hypersensibilité, de ton empathie. Oui, et j'ai mieux compris aussi. On me disait souvent dans mon entourage, tu devrais facturer tes psys parce que les gens finissent très rapidement par me raconter leur vie. D'ailleurs, j'en ai fait un métier puisque là c'est moi qui papote, mais généralement j'écoute. J'aime beaucoup en fait écouter les gens. Et je crois que l'hypersensibilité donne cette qualité en fait d'empathe et de se sentir vraiment pleinement avec l'autre. Moi, j'adore la relation personnelle one-to-one en fait. J'aime beaucoup la relation sociale, du groupe et du côté joyeux, mais j'adore la relation profonde. Comme moi. Comme toi? Oui, je trouve les relations de groupe, c'est compliqué. Les relations à deux, il y a une intimité. Ouais. Et comme un hypersensible aime bien l'intimité, on se sent, ah oui, là, on sent qu'il y a un espace profond. Et puis très sécure, je pense. Mais plus intime, plus intense. Parce que c'est le paradoxe de l'hypersensibilité. Il est submergé, mais en même temps, s'il n'y a pas cette intensité, il a l'impression de ne pas être vraiment vivant. Donc il y a toujours un équilibre à trouver. Ouais. Puis un élément que je trouve aussi, dont tu parles très, très bien, c'est ta porosité au monde invisible. Oui. Alors ça, c'est pas tous les hypersensibles, mais ton hypersensibilité se manifeste aussi, et t'en parles aussi avec beaucoup de légèreté, de décontraction, mais tu sens beaucoup de choses aussi. Oui, j'ai des souvenirs, tu vois, petites comme ça, d'être dans ma chambre toute seule et puis d'avoir des perceptions comme ça, un petit peu de ne pas être seule et de me mettre à dialoguer avec une forme d'invisible, comme s'il y avait des personnages en fait autour de moi. Alors j'en parle pas spécialement ça dans le livre, mais de me sentir reliée en fait à des choses qui me dépassaient. Et ça continue encore ? Et ça continue encore, et d'aimer prier. Alors c'est pas quelque chose que j'ai énormément développé en termes de canal, par exemple de médiumité ou choses comme ça. Voilà, un petit peu, j'ai exploré un peu ça, mais c'est aussi d'une autre manière. Dans Sylvain Tesson d'ailleurs en parle très bien. Je l'ai écouté à la Grande Librairie récemment, il disait que finalement les faits, c'est aussi ce lien qu'ont peut-être les hypersensibles au merveilleux, à cette capacité, à cette reliance spirituelle, mais qui est tellement humaine en fait, d'être pleinement là et de sentir des forces qui sont en fait nos forces intérieures, certainement projetées aussi vers le monde extérieur, et que la nature, les éléments peut-être nous renvoient. Donc je me suis toujours sentie reliée à ça. Alors, ensuite, moi je suis chrétienne et croyante, donc j'ai aussi cette reliance forcément à un Dieu que je nomme, dans mon cas, mais qui est ma croyance personnelle. On va y venir. Mais autre axe, disons, de ton accomplissement, c'est que, donc, tu l'as dit en introduction, il y a ce travail sur soi pour se trouver, pour se libérer de traumas ou de blessures, mais aussi pour le bonheur de s'incarner et de faire jaillir la vie en nous. Et là, il y a la rencontre du Wu Tao, que je ne connaissais pas. Mais alors, tu en parles, c'est vraiment... du coup, j'étais même regardé comment c'est sur Internet. Alors, peut-être tu pourras montrer avec une main, tu peux montrer avec l'autre main, mais tu peux montrer. Alors, qu'est-ce que c'est le Wu Tao et pourquoi ça t'a aidé? Et pourquoi, disons, le travail qui inclut le corps est précieux? Alors, le Wu Tao, et tu le prononces très bien, parce que c'est avec un W, on ne sait pas toujours comment le dire, effectivement, le prononcer en français. C'est le métissage d'une rencontre amoureuse de deux personnes, Immanuel Rislar et Paul Charrois. Lui était ancien champion du monde de Kung-Fu, donc il venait vraiment des arts martiaux. Et elle était danseuse et prof de yoga, et ils avaient, dans leur rencontre amoureuse, en fait, ils ont métissé leurs arts qui étaient très, très différents, un peu yin et yang, pour en faire un art contemporain qui s'appelle le Wu Tao. Ils ne trouvaient pas dans les pratiques ancestrales, même s'ils ont beaucoup puisé dans ces pratiques, un art qui parle vraiment aux gens d'aujourd'hui. Donc le Wu Tao existe depuis à peu près un peu plus d'une vingtaine d'années. Et ils ont fait beaucoup de travail aussi sur la respiration, autour du rebirth. Voilà. Mais bon, le Wu Tao n'est pas tout ça. Et donc c'est un art corporel où on va, à travers la respiration et le souffle,
en s'appuyant sur le plancher pubo-pelvien, on va aller déployer une onde et on va calligraphier des mouvements autour de la respiration. En faisant monter cette onde. C'est très joli, il y a 12 mouvements de base, comme une grammaire. Et dans cette grammaire, on va alchimiser le souffle et monter en fait en énergie. Ça peut être très lent ou très rapide, puisqu'on parle aussi de faire des chevauchées de souffle en Wu-Tao. On arrive dans des sortes de transes, mais sans jamais se percher ou partir. On est vraiment en pleine présence, peut-être comme dans le Qigong ou le Tai Chi, tu vois, où il y a vraiment une présence à soi. Donc on pourrait parler presque de méditation en mouvement. Ce qui, moi, correspondait vraiment à ma personnalité assez hyperactive, où j'avais du mal à rester, tu vois, en méditation statique. Où là, j'ai vraiment trouvé une voie d'expression à travers le corps, justement, où on peut aussi descendre tout ce qui est pensé à travers ce... Donc c'est vrai que, tu vois, en Wu-Tao, on va vraiment aller calligraphier des mouvements comme ça. C'est très doux. Il y a une vidéo qui est magnifique de Paul et Manu, on les voit pratiquer, qui est à l'Opéra Comique à Paris. On les voit vraiment tous les deux dans l'alchimie aussi de leur rencontre amoureuse, pratiquer en duo le Wu-Tao. Donc j'invite celles et ceux qui nous écoutent peut-être à les regarder, c'est extrêmement beau. Et si ça t'a plu, c'est aussi que la dimension de beauté est cruciale à ton chemin et que ça t'a aidé à rentrer dedans. Oui. Donc c'est s'incarner. S'incarner, le sensible. En Wu-Tao, on parle beaucoup de rencontrer l'état, tu vois. L'état, on pourrait le définir aussi dans tous les travaux qui ont été faits autour du flow, F-L-O-W en anglais, vraiment cet état comme on peut être là, de présence intense à l'instant présent. Et en Wu-Tao, c'est vraiment ça dans lequel on tombe en fait dans l'état, qui est peut-être une forme justement de grâce, tu vois, aussi d'habiter le monde poétiquement. Il y a vraiment ça dans l'art du Wu-Tao. Et le Wu-Tao, la signature du Wu-Tao, c'est éveiller l'âme du corps. Donc on va vraiment, à travers aussi cette expression corporelle, avoir un effet secondaire thérapeutique. Ce n'est pas un art thérapeutique, mais il y a des effets secondaires, parce qu'on va aller découvrir aussi des zones qui sont muettes dans nos espaces corporels, peut-être liées à notre naissance, par exemple. Si on est né avec le cordon peut-être enroulé, il y a peut-être des choses, tu vois, de la parole qui vont avoir du mal à se dire. Et donc en Wu-Tao, on va aller aussi, à travers le mouvement, défroisser et déplier ces zones muettes qui n'ont pas été conscientisées dans notre corps. Tu racontes que ça t'a vraiment aidé à t'incarner davantage. C'est important de s'incarner. C'est quelque chose qu'on dit peut-être pas beaucoup quand on parle de ces questions que... Oui. Parce que les gens parlent beaucoup de sortir, de partir, d'aller dans l'invisible, mais toi tu montres très bien la nécessité d'avoir rapport à l'invisible, mais aussi d'apprendre à mieux s'incarner. Et que c'est vraiment les deux sont importants, et on a l'impression que c'est par là, après il y a plein de manières différentes, mais que c'est par là que pour toi la question de l'incarnation, ça t'a eu un chemin pour t'aider à t'incarner. Moi j'ai beaucoup conscientisé justement la sensibilité, mon hypersensibilité dans tous ces espaces corporels, que tu vois, j'avais un corps qui était plus pour moi un corps outil, qui était à ma disposition et qui était dans des activités sportives beaucoup plus yang, qui peuvent aussi être très dures, tu vois, le triathlon, le marathon, la course à pied, donc c'est vraiment quelque chose de... Et le Wu-Tao apportait à la fois chez moi plus de yin et aussi une conscience de chaque cellule de mon corps, d'une manière plus douce dans cette incarnation. Oui. Ça, c'était très bon. Oui, on sent, c'est vraiment un passage, c'est des pages assez lumineuses quand tu parles de ça. Et je voulais finir, tu en parles avec beaucoup de pudeur, mais de ta foi, de ton engagement à la dimension presque miraculeuse que donne la foi. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir aussi cette dimension de ce que ça veut dire... ce travail, ou ce chemin, ou ce cheminement, ou cet advenu à soi-même, cette dimension est importante. Donc je sais que tu es assez pudique, mais peut-être si tu veux essayer de dire quelques mots sur cet engagement qui est le tien. Moi, c'est vrai que je me sens en lien. J'ai eu une fois, je suis une chrétienne dans cette grande famille des chrétiens. Ensuite, je suis moins pratiquante que j'ai pu l'être à une époque. J'ai eu une amie qui est rentrée dans les ordres très jeune. Elle avait 22 ans et moi, j'en avais 25, qui était une amie très proche. Et son choix de se consacrer comme ça à Dieu m'a beaucoup interpellée très jeune, en me disant « Mais comment est-ce qu'on peut, comme ça, si jeune, être dans cette vocation ?»
Et donc je l'ai suivi aussi dans son monastère, dans ses différents endroits. Pour moi aussi répondre à cette grande question, à l'époque j'avais 25 ans, existentielle, de est-ce que je suis appelée à quelque chose de particulier ? Et c'est vrai que j'ai découvert, je pense, beaucoup de théologiens, que ce soit Saint François d'Assise, Edith Stein, Étienne Soum. J'ai lu aussi beaucoup les parcours de grands mystiques à cette époque qui m'ont complètement interpellée en disant mais ces gens-là ont une foi, une joie, une vie intérieure extrêmement intense qui les a conduits. Donc ça m'a aussi interpellée et j'ai posé cette question à Dieu en disant mais moi à quoi suis-je appelée en fait finalement quelle est ma vocation en fait? Est-ce que moi aussi je suis appelée à être une bonne sœur? À quoi voilà, tout était ouvert. Et j'ai vraiment entendu comme une réponse à l'intérieur de moi qui disait non, tu es appelée certainement à te mettre au service du vivant, à te mettre en fait en chemin pour servir la vie, mais pour être utile à toi-même en étant utile aux autres. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et c'est ça qui m'a toujours en fait guidée. Je pense que le média que j'ai créé, Féminin Bio, en grec c'est le vivant, était né aussi de cette envie de me mettre au service. Métamorphose-les, les livres, en tout cas voilà. Donc j'essaye de continuer à répondre à cet appel, en tout cas. Ouais. Ben, merci beaucoup. C'est vraiment... ça fait du bien de t'entendre. On sent que tu es appelé par quelque chose de vraiment profondément lumineux. Merci beaucoup, Anne. Merci Fabrice, merci à toi. Ben, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à en parler autour de vous. Je suis vraiment heureux de voir que la communauté autour de Dialogue ne cesse de s'agrandir. Ça donne espoir. Vous êtes nombreux à vouloir retrouver de l'allant, du courage, de la confiance, d'aller vers la lumière. Ça me touche beaucoup et je vous embrasse tous.